Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Guylaine Auger, directrice générale de l'APSAM, soit l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales. Il me fait plaisir de vous accueillir ce matin à notre webinaire Régime permanent, comprendre vos obligations pour passer à l'action. Avant de débuter, voici quelques consignes. Étant donné le nombre élevé de participantes et de participants, vous n'avez pas accès au micro. Nous utiliserons aujourd'hui l'outil Slido pour recueillir vos questions. Son fonctionnement sera expliqué dans les prochaines minutes. Deux conseillères en prévention de l'APSAM, Christine Lamarche et Annie-Claude Larivière, sélectionneront certaines questions qui seront adressées aux conférenciers à la fin de chacun des 4 modules du webinaire. On vous invite donc à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Aussi, nous vous encourageons à formuler des questions qui sont d'ordre général, puisque nous ne pourrons pas traiter de situations précises. Veuillez noter qu'aucune question ne sera répondue par écrit. Enfin, nous vous rappelons que cet événement est enregistré et sera rendu disponible, tout comme la présentation, à une date ultérieure sur notre site Web. Sur ce, regardons ensemble ce que nous vous proposons aujourd'hui. La prévention en santé et sécurité du travail a franchi une étape importante le 1er octobre dernier avec l'entrée en vigueur du régime permanent et ses nouvelles obligations. Pour les organisations municipales, cela implique des actions à entreprendre ou à poursuivre pour mettre en place les mécanismes de prévention et de participation prévus par la loi. Au terme de cette rencontre, vous serez en mesure de mieux comprendre les exigences du régime permanent applicables spécifiquement pour le secteur municipal, d'identifier les mécanismes qui s'appliquent aux établissements de votre organisation et d'utiliser les outils de l'APSAM pour faciliter la mise en place et assurer l'efficacité de ces mécanismes dans votre milieu. En effet, la mission de l'APSAM est de soutenir l'ensemble des organismes municipaux du Québec, que ce soit les villes, les municipalités, les MRC, OMH ou sociétés de transport, dans la prévention des lésions professionnelles. Pour ce faire, je vous rappelle que nous offrons 4 grandes catégories de services, à savoir le conseil et l'assistance technique, l'information, la formation, ainsi que la recherche et la documentation. Si vous avez des questions sur la prévention en SST, donc sur le régime permanent, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous invitons également à visiter notre site Web qui contient une multitude d'informations à ce sujet. J'invite maintenant Benjamin Ried-Soucy, conseiller en prévention, à prendre la parole. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci beaucoup, Guylaine. Donc, en octobre de 2021, le régime de santé et sécurité du travail a été modernisé par l'adoption d'une nouvelle loi, soit la loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail, la LMR-SST. En fait, cette réforme, elle a élargi l'application des mécanismes de prévention et de participation à l'ensemble des milieux de travail, alors qu'il visait auparavant seulement certains secteurs prioritaires. Une période transitoire pour la mise en application élargie de ces mécanismes s'est terminée le 30 septembre dernier, donc le 30 septembre 2025. Depuis, un régime permanent est en vigueur avec quelques nouvelles exigences. Pour les organisations municipales, donc nous, qui nous intéresse, nous, cela implique des actions à entreprendre ou à poursuivre. Pour agir, dans le fond, de façon conforme et efficace, il est essentiel de bien comprendre ces nouvelles obligations prévues à la loi sur la santé et sécurité du travail, la LSST, et au règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement, le RMPPE. Et c'est exactement ce qu'on veut démystifier ensemble aujourd'hui pendant ce webinaire. Donc, pour les mécanismes de prévention et de participation, en fait, ces mécanismes ont pour objectif de favoriser la prise en charge de la santé et sécurité par les milieux de travail. Donc, vous voyez à l'écran, on distingue 2 types de mécanismes, ceux de prévention et ceux de participation. Du côté prévention, en fait, on retrouve comme mesure le programme de prévention ou le plan d'action, et ce sont des outils de gestion qui servent, dans le fond, à mieux planifier, organiser et structurer la prévention dans vos organisations respectives. Du côté des mécanismes de participation, on parle plutôt du comité de santé et sécurité, donc le CSS, le représentant en santé et sécurité, le RSS, de l'agent de liaison en santé et sécurité, l'ALSS. Donc, ces mécanismes qui favorisent la collaboration entre les travailleurs et l'employeur pour identifier, corriger et contrôler les risques à la santé et sécurité du travail. Avant d'aller plus loin, je vous propose de prendre un petit moment pour nous situer un peu, là, vous et nous. En fait, comme Guylaine l'a indiqué en introduction, on va utiliser aujourd'hui l'application Slido afin que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation, puis participer, dans le fond, à des questions à choix multiples à travers notre webinaire. Donc, pour rejoindre l'application, on vous invite à prendre votre téléphone et scanner le code QR qui est affiché à l'écran présentement. Si cela ne fonctionne pas, dans le fond, vous pouvez également vous rendre sur slido.com. Vous voyez à l'écran, depuis votre téléphone ou votre ordinateur,
et vous pouvez utiliser le code numérique qui est indiqué dans la présentation pour vous joindre. Une fois que vous allez être connecté, dans le fond, dans l'application, à votre gauche, vous allez trouver l'onglet Q&A ou le question-réponse, si vous préférez, qui va vous permettre de soumettre vos questions. Et du côté droit, vous allez trouver l'onglet Pause, ou vous préférez l'onglet Sondage, où vous pourrez répondre aux 3 questions à choix multiples que nous allons vous proposer à travers ce webinaire. Donc, autant les questions posées que vos réponses seront anonymes, donc soyez très à l'aise de répondre de façon honnête. Ça va être vraiment intéressant tout à l'heure. Donc, pour débuter en ce sens, j'aimerais en fait savoir où est-ce que vous en êtes dans votre organisation dans la mise en place des mécanismes exigés par le régime permanent. Donc, est-ce que tout est en place? Est-ce que c'est seulement une partie de vos mécanismes de prévention de participation qui sont en place présentement? Donc, est-ce que seulement vos comités sont mis en place, mais les RSS ne sont pas nommés? Exemple. Est-ce que vous êtes seulement rendu à une étape plus d'implanter ou d'être encore en réflexion? Donc, on vous invite, dans le fond, à répondre à la question dans Slido. Ça va nous donner un portrait rapide un petit peu là, de toutes les organisations qui sont avec nous. Là, je vois que vous êtes 488 participants actuellement, donc quand même, ça nous permet d'avoir des réponses intéressantes. Sachez que c'est normal, il va y avoir un petit délai, là, dans le fond, là, pour voir vos réponses. Là, au fur et à mesure, on va voir un peu là, qu'est-ce qu'il y en a. On va se donner juste quelques instants, là, vous laisser le temps de répondre, puis voir les pourcentages varier à l'écran. En quelques petites secondes. Il y a quand même un bon nombre de personnes. On est à déjà plus de 250 personnes qui ont répondu. On voit que les 2 sont en cours d'implantation pour la plupart. Je vois que tous les mécanismes en place, quand même, là, une organisation environ sur 5. Même chose pour en réflexion, environ 1 sur 5. Puis on dit participation en place, prévention implantée, puis participation implantée, on le plus petit pourcentage. Donc, vraiment très intéressant. Là, on voit que c'est sûr, c'est à géométrie variable, c'est tout à fait normal. Puis sachez que, dans le fond, pour ceux et celles qui ont répondu, là, qui sont en cours d'implantation ou en réflexion, rassurez-vous, vous n'êtes vraiment pas les seuls. C'est tout à fait normal. En fait, ces nouvelles obligations soulèvent beaucoup de questions de la part de la clientèle du secteur municipal. Puis vous allez voir, pour illustrer, dans le fond, cette réalité, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser un persona pendant le webinaire. Ça va être Marie, dans le fond, une directrice générale d'une municipalité de petite taille. Puis, dans le fond, elle va nous partager certaines questions qu'elle se pose, qui, vous l'aurez compris, évidemment, là, proviennent directement de notre clientèle, les mêmes questions que vous vous posez. Donc, pour commencer, dans le fond, la première question, toute simple, mais essentielle, il faut absolument la poser. Est-ce que les mêmes mécanismes s'appliquent à tous mes établissements, donc soit à une même organisation? Donc, c'est une question qu'on reçoit quand même assez fréquemment. Pour répondre en fait à cette question, il y a 2 éléments qui sont à considérer. Donc, d'abord, la règle générale, c'est que les mécanismes s'appliquent par établissement et non pour l'organisation au complet. Donc, on doit en fait les mettre en place selon le nombre de travailleurs qui sont rattachés à chacun des établissements de votre organisation. Par contre, il existe une exception. Là, lorsque certaines conditions sont respectées, il est possible de regrouper des établissements pour l'application des mécanismes. Donc, par exemple, en fait, avoir un seul comité de santé et sécurité du travail pour plusieurs établissements. C'est ce qu'on appelle, excusez-moi, on appelle l'approche par multi-établissement. Puis vous allez voir, on va la voir là, dans quelques instants, là, dans quelques diapositives, on va pouvoir la couvrir là, de façon plus précise. La notion d'établissement, en fait, elle est centrale dans l'application de vos mécanismes. En fait, concrètement, on parle d'établissement lorsque des installations et des équipements sont regroupés sur un même site où ils sont sous l'autorité d'un même employeur et ce, dans le but d'offrir un bien ou un service. Donc, il doit aussi avoir une participation régulière des travailleurs sur ce site en soi. Dans le milieu municipal, ça signifie souvent qu'il y a plusieurs établissements distincts pour une même organisation. Vous voyez un petit peu une liste là, à votre droite. On parle d'hôtel de ville, bureau administratif, caserne, poste de police, garage municipal, centre aquatique, aréna, bibliothèque. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités d'établissements dans vos organisations respectives. Ensuite, prochaine information, pour le nombre de travailleurs par établissement, c'est important, dans le fond, d'en faire le calcul. Pourquoi? Parce que ça a un impact directement sur les mécanismes de prévention et de participation qui sont à mettre en place pour votre organisation. Donc, qui on doit inclure dans ce calcul? En fait, c'est tous les travailleurs au sens de la loi sur la santé et sécurité du travail. Donc, on parle autant de la travailleuse et du travailleur qui est à temps plein, temps partiel, occasionnel, bénévole, travailleuses qui sont d'agences ou dont les services sont prêtés ou loués. Vous voyez des gens qui sont assignés temporairement à l'établissement, qui effectuent aussi tous les travaux qui sont faits sur la route ou dans un autre lieu de travail. Et bien sûr, pour terminer, tout ce qui est étudiants et stagiaires. Donc, c'est quand même là, la notion, elle est quand même assez large.
Il faut compter toute personne qui travaille régulièrement et même occasionnellement dans l'établissement et ceux qui travaillent aussi, là, comme on dit, sur un autre lieu, mais qui se rattachent à l'établissement en question. Par exemple, les employés, c'est un bon exemple qu'on vous donne là, des secteurs là, de parcs et espaces verts. Donc, seuls les représentants d'employeurs, dont vous voyez, là, les contremaîtres, superviseurs, directeurs sont exclus du calcul. Donc, ces personnes-là, dans le fond, quand vous allez faire votre calcul total du nombre de travailleurs par établissement, assurez-vous, dans le fond, de les mettre de côté. Donc, vous voyez en haut de votre écran, en haut, en fait, à droite, le chiffre clé qui est à retenir, c'est vraiment 20 travailleurs par établissement. Donc, c'est le seuil qui va déterminer, dans le fond, quel mécanisme on doit instaurer. Puis, vous allez voir, dans quelques instants, on va y revenir là, plus tard dans le webinaire. Pour ce qui est de l'approche pour le multi-établissement, pardonnez-moi, on vous disait qu'on allait y revenir dans quelques instants. Donc, cette approche-là, dans le fond, elle permet de regrouper plusieurs établissements pour appliquer les mécanismes de participation et de prévention de façon commune. Donc, elle est possible seulement que dans certaines conditions particulières. Donc, vous voyez à votre écran à gauche, à la liste, on parle d'un minimum de 2 établissements qui ont l'obligation d'avoir un programme de prévention. Donc, au moins 2 établissements ensemble qui ont 20 travailleurs, travailleuses ou plus. Ensuite, cet établissement-là doit avoir des activités de même nature. Donc, est-ce que l'activité principale dans les 2 établissements ou plus est la même? Est-ce que les caractéristiques du milieu, donc les fonctions et les conditions d'exercice sont comparables, oui ou non? C'est vraiment très, très important. Puis ensuite, vous voyez, est-ce que le CSS et le RSS vont être en mesure d'exercer de façon adéquate leurs fonctions dans ces organisations-là? Donc, vous remarquerez, dans le fond, un employeur qui choisit d'utiliser cette approche, donc l'approche multi-établissement, et qu'il y a des établissements de 19 travailleurs ou moins qui exercent des activités de même nature que celles du regroupement, il peut les inclure effectivement à celui-ci. Dans le secteur municipal, en fait, on pourrait penser des exemples concrets pour nous là, qui nous parlent peut-être un peu plus. On pourrait dire 2 casernes ensemble, on pourrait parler de 2 bibliothèques ensemble, potentiellement 2 arénas ensemble. Donc, à réfléchir quel type d'établissement vous pourriez regrouper potentiellement. Une question fréquente, vous voyez que Marie se pose aussi, est-ce que c'est possible de regrouper seulement certains travailleurs d'un établissement avec ceux d'un autre, par exemple, seulement le personnel administratif ensemble? La réponse, bien simple, c'est non. Le regroupement doit se faire par établissement au complet et non seulement une partie de l'établissement avec la partie d'un autre. Pour le secteur municipal, en fait, l'approche, elle est possible, mais honnêtement, elle demeure restrictive en raison du critère des activités de même nature. Donc, il existe généralement des activités de différentes natures d'un établissement à l'autre. Donc, des fois, c'est là que ça peut bloquer potentiellement pour cette approche. Finalement, la CNESST, en fait, elle a développé un guide à ce sujet qu'elle a récemment mis à jour. Je pense que ça fait comme quelques jours, quelques semaines maximum. Donc, dans l'ensemble, l'interprétation, dans le fond, du critère d'activité de même nature semble s'élargir quelque peu dans cette nouvelle version. Donc, je vous encourage fortement à aller voir ce nouveau document de la CNESST. Pour poursuivre, en fait, on a terminé déjà notre premier bloc. Donc, l'objectif, vous avez, je pense, bien compris, c'était vraiment de poser les bases, clarifier les notions essentielles en lien avec les mécanismes de participation de prévention, ces définitions-là. Donc, avant de poursuivre pour le deuxième bloc, est-ce que vous avez des questions, dans le fond, sur les éléments qui ont été vus dans la première section? Je vous rappelle qu'on vous invite à formuler vos questions directement d'ordre plus général, parce qu'on ne pourra pas répondre évidemment à des situations très spécifiques à vos organisations. Puis, je vous rappelle, vous pouvez toujours poser en tout temps vos questions dans le question-réponse sur Slido, l'onglet de gauche. Et au besoin, vous allez voir en haut à gauche dans la diapositive actuelle, vous pouvez rescanner le code QR s'il y a un enjeu. Oui, donc c'est à mon tour. Bonjour tout le monde. Donc, Christine Lamarche. Vos questions rentrent à profusion, donc ça vient démontrer la pertinence, en fait, de faire le webinaire d'aujourd'hui. Donc, plus une question de base. En fait, on demande là, si la présentation sera partagée. Donc, je peux y répondre. Effectivement, la présentation et l'enregistrement du webinaire de ce matin sera partagé là, dans les prochains jours sur le site de l'APSAM. Donc, vous pourrez avoir accès au PowerPoint avec tous les liens qu'on a mis également dans le PowerPoint. Donc, si je vais maintenant avec des questions plus en termes de contenu, donc les questions s'adressent à Benjamin et Audrey-Anne, si tu veux te joindre également.
Mhm. Donc, Benjamin t'a présenté les informations sur le calcul du nombre de travailleurs, une question qui revient souvent. Donc, est-ce Oui. qu'on doit inclure les pompiers sur appel dans le calcul du nombre de travailleurs dans un établissement, donc à la caserne, par exemple? Donc, en fait, c'est oui la réponse. C'est important parce que quand vous allez faire le calcul du nombre de personnes, tu sais, on va souvent parler là, de la notion de 21 jours travaillés. Puis 21 jours, ce n'est pas nécessairement une journée complète non plus. Donc, des gens, effectivement, qui seraient sur appel, que ce soit pour la formation continue ou quoi que ce soit, s'ils ont 21 interventions, formation continue ou appel potentiellement, tout ça ensemble, oui, effectivement, on va les considérer comme s'ils étaient, entre guillemets, là, à temps plein. Donc, oui, ils vont faire partie du calcul là, pour le nombre de travailleurs. Absolument. Parfait. Une question dans le même sens. En fait, toujours pour le calcul du nombre de travailleurs, la personne dit, on m'avait informé que si mes employés faisaient moins d'un certain nombre d'heures, finalement, on n'avait pas besoin de les considérer dans le calcul. Donc, selon ta réponse, il n'est pas question Mhm. de nombre d'heures, mais plutôt de nombre de jours. Exactement. On revient effectivement à cette même notion-là. C'est non sur le temps, mais le nombre de journées où les gens effectuent une prestation de travail. Donc, effectivement, même si c'était quelques heures, mais 21 jours dans l'année, il serait calculé dans l'établissement, justement, pour la notion de jusqu'à 20 travailleurs ou moins de 20 travailleurs. Absolument. Oui. Je préciserais peut-être par rapport à ça, c'est une question qu'on a souvent, c'est l'idée du occasionnel. Tu sais, ça se peut que vous ayez un travailleur qui va dans un établissement finalement de manière occasionnelle pour une certaine période de temps, mais on doit quand même le compter, même si ce travailleur-là finalement est appelé dans le cadre de son travail à aller dans dans différents établissements pour des plus courtes périodes. Étant donné qu'il va à une certaine fréquence dans ces établissements-là, il devra être compté dans chacun de ces établissements. On peut penser, par exemple, aux services, ceux qui font l'entretien des bâtiments. Ben, dans le contexte de leur travail, ils pourraient être comptés dans plusieurs établissements. Excellent. Merci pour le point. C'est très important, Audrey. Parfait. Donc, autre question. On a vu en fait, Benjamin, que les mécanismes de prévention et de participation s'appliquent par établissement. Donc, Mhm. si, dans le fond, à la ville où je travaille, l'établissement regroupe à la fois l'hôtel de ville et la caserne, est-ce qu'on peut quand même dissocier le personnel de l'hôtel de ville et le personnel de la caserne pour l'application des mécanismes de prévention et de participation? En fait, malheureusement, la réponse est non. On doit vraiment considérer l'établissement comme un tout. Donc, même s'il y a vraiment là, deux services de nature complètement différente, mais qui sont sous un même établissement, on doit avoir un mécanisme qui couvre cet établissement-là. Donc, exemple, l'hôtel de ville, la caserne aurait plus de 20 travailleurs. On aurait un comité pour l'ensemble, dans le fond, de l'hôtel de ville et de la caserne, ainsi qu'un RSS normalement. Absolument. On le verra un petit peu plus tard. Là, on va traiter ensemble. Moi, je vais m'occuper du prochain bloc sur les mécanismes de participation. Il y a possibilité, dans certaines circonstances, là, de pouvoir mettre des CSS additionnels, mais j'abonde dans le même sens que Benjamin. On doit minimalement avoir des mécanismes qui vont couvrir l'ensemble de l'établissement. Excellent. Merci. Parfait. Donc, beaucoup de questions sur l'application de l'approche par multi-établissement. Là. Donc, c'est des questions qu'on a régulièrement aussi à l'APSAM. Donc, la personne dit, si je comprends bien, donc j'ai 3 établissements différents, donc une bibliothèque, un centre aquatique et un hôtel de ville. Donc, pour avoir la possibilité d'appliquer l'approche par multi-établissement, est-ce que ce serait possible finalement de regrouper ces 3 établissements-là qui peuvent avoir des activités de nature différente? En fait, c'est non la réponse. Ça revient un petit peu à la définition de tout à l'heure. L'approche par multi-établissement, un des critères, justement, c'est d'avoir des activités de même nature. Donc, si on parle de bibliothèques, de centres aquatiques et d'hôtels de ville, clairement, on a des activités qui sont distinctes. Donc, malheureusement, ça ne serait pas possible de faire un regroupement en ce sens. Parfait. Je vais y aller avec une dernière question avant de passer au prochain bloc avec Audrey-Anne. Donc, si mon bâtiment est utilisé par un tiers, donc par exemple un aréna qui est géré par un OSBL, un organisme sans but lucratif, est-ce que je suis responsable de mettre en place les mécanismes de prévention et de participation? C'est une excellente question. Audrey-Anne, est-ce que tu veux me donner un petit coup de main pour la Oui, partie il n'y a pas de travailleur problème. tiers, s'il vous plaît? C'est vrai que c'est complexe, surtout au niveau des Ça services des arrive loisirs, souvent. là, c'est quelque chose qui peut Hmm. arriver
plus souvent, en fait, la responsabilité de mettre en place les mécanismes de prévention et de participation à l'employeur. Dans ce contexte-là, si l'organisme à but non lucratif, c'est la personne, en fait, c'est l'entité finalement qui agit comme employeur de ceux qui entretiennent donc de ses employés, mais ça va être à l'employeur, à l'organisme à but non lucratif là, de veiller à la mise en place là, de ces mécanismes-là. Bon, après, qui gère l'organisme à but non lucratif? Des fois, c'est la ville au final qui s'en occupe. Là. Je ne rentrerai pas dans cette subtilité-là, mais pour déterminer qui est responsable, il faut vraiment identifier l'employeur de ces travailleurs. Excellent. Merci. Parfait. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions dans le question-réponse. Merci beaucoup là, de participer activement, en fait, au webinaire. Donc, je vous rappelle qu'après chacun des blocs, on va aussi avoir une période de questions. Donc, ce n'est pas parce que vos questions n'ont pas été répondues là, dans ce bloc-ci qu'ils ne pourront pas l'être dans les prochains blocs. Mais pour le moment, là, je repasse la parole à Audrey-Anne. Oui, super. Donc, on va continuer avec les mécanismes de participation, comme je disais, qu'on va regarder de manière un petit peu plus approfondie. Je vous rappelle, quand on parle des mécanismes de participation, on parle du comité santé-sécurité, le CSS, du représentant en santé et en sécurité, le RSS, ainsi que de l'agent de liaison en santé et en sécurité, notre ALSS. Donc, quelles sont les exigences en lien avec ces mécanismes de participation? D'abord, par établissement, pour les établissements de 20 travailleurs et plus pour une période de 21 jours au cours de l'année. Donc, ça, c'est ce que faisait référence Benjamin. Il faut mettre en place un comité de santé-sécurité ainsi que désigner un représentant en santé et en sécurité. Donc, c'est le minimum. Dans les établissements de 19 travailleurs ou moins, seule la désignation d'un agent de liaison est obligatoire. En fait, la mise en place d'un CSS dans ce contexte-là, dans un établissement de plus petite taille, donc de 19 travailleurs ou moins, elle pourrait demeurer avantageuse, mais elle est facultative. En cas de regroupement d'établissements, à ce moment-là, un comité de santé-sécurité et un représentant en santé-sécurité doivent minimalement être instaurés pour l'ensemble du regroupement. Pour vous soutenir dans l'évaluation de vos mécanismes de participation, on a justement l'ABSAM mis à votre disposition l'outil qui s'appelle Évaluation des mécanismes de participation. Donc, son site est assez instinctif. En fait, cet outil-là vous permet de brosser le portrait de votre situation actuelle. Donc, actuellement, dans mon organisation, quel mécanisme de participation j'ai en place? Mais il vous permet surtout de déterminer quels mécanismes de participation sont obligatoires pour votre organisation en regard du régime permanent. Donc, à partir de la liste de vos établissements et du nombre de travailleurs pour chacun de ceux-ci, ça va venir déterminer quels établissements pour lesquels un CSS et un RSS, donc un comité de santé-sécurité et un représentant en santé-sécurité, sont requis et pour quel établissement seul un agent de liaison est obligatoire. Dans le secteur municipal, cela étant dit, quand on applique l'application par établissement, finalement, qui est prévue par la loi, elle peut quand même poser certains défis, là, notamment pour la mise en place des CSS. Si on applique les exigences de façon très mécanique, finalement, parfois, pas systématiquement, mais parfois, on peut se retrouver avec une multiplication de nos comités de santé-sécurité, avec des ressources insuffisantes pour soutenir ces comités-là. Ça prend des gens qui veulent être désignés comme membres. Ça prend du soutien, de l'accompagnement, parfois quand on a des ressources RH, SST dans notre organisation. Puis dans certaines circonstances, on va se retrouver aussi avec des comités où les travailleurs, finalement, qui sont représentés ont des réalités très différentes. On peut penser, par exemple, si j'ai un poste de police, bien, dans un poste de police qui est un établissement, finalement, je peux retrouver des patrouilleurs, des répartiteurs, des cols blancs, des brigadiers, donc des gens, finalement, qui, dans le cadre de leur travail, sont exposés à des risques différents. À partir des exigences légales, réglementaires, il y a des organisations municipales qui ont pris un certain pas de recul pour réfléchir à leur structure en lien avec les comités de santé-sécurité afin que leur comité soit efficace, qu'il soit fonctionnel et qu'il soit aussi adapté à leur réalité. Il y a différents éléments qui peuvent être pris en considération quand on vient réfléchir à notre structure. Réflexion qui, d'ailleurs, là, on vous invite fortement à ce qu'elle soit faite de manière paritaire avec l'ensemble des parties concernées.
Parmi les questions qui peuvent guider votre réflexion, on en a quelques-unes à l'écran. Là, évidemment, elles ne sont pas limitatives. Mais d'abord, est-ce que la structure qu'on souhaite mettre en place permet une prise en charge efficace de l'ensemble des risques auxquels sont exposés les travailleurs couverts par le CSS? Ou au contraire, cette grande diversité-là va faire en sorte qu'il y a peut-être certains risques pour des travailleurs qu'on va juger moins importants, puis qu'au fil du temps seront mis de côté dans les travaux du comité. Où le CSS devrait se situer dans la structure organisationnelle pour être le plus fonctionnel. On peut penser notamment, est-ce qu'on dit on va le mettre sous une même direction de service pour faciliter l'application des recommandations? Est-ce possible de regrouper des services ou des fonctions qui présentent des risques similaires tout en respectant l'esprit de la loi? On peut penser par exemple à des préventionnistes, des inspecteurs municipaux qui se déplacent, qui vont chez la clientèle. Bien, au final, même si ce sont des emplois différents, mais ils ont des risques qui peuvent être similaires. Est-ce que tous les corps d'emploi de l'organisation sont adéquatement représentés au sein d'un CSS? Puis enfin, est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour soutenir ces comités-là? Je vous le disais un petit peu plus tôt, généralement, ça prend des gens qui souhaitent siéger sur les comités. Si on a des ressources en ressources humaines, en santé et sécurité, bien, c'est idéal de pouvoir avoir le soutien de ces ressources-là pour augmenter l'efficacité de nos comités. Donc, une fois que la structure va être établie pour les comités santé et sécurité, bien, c'est là qu'on va vraiment venir les mettre en place. Donc, si on regarde au niveau du comité de santé et sécurité, toujours notre CSS, une des premières étapes, bien, ça va être de se dire, bien, on va venir le composer, notre comité. Ça prend des gens qui vont siéger sur le comité. Vous allez voir, au fil du webinaire, on va beaucoup parler d'entente. Bien, un des premiers éléments sur lesquels on peut s'entendre, bien, justement, c'est sur le nombre de représentants des travailleurs qui vont siéger sur notre comité de santé et sécurité. Puis là, je vous le rappelle, on est toujours dans nos établissements de 20 travailleurs ou plus, ou en cas de regroupement d'établissements. L'entente sur le nombre de travailleurs qui siègent, bien, le nombre de représentants des travailleurs qui siègent au CSS, elle se fait entre l'employeur, les travailleurs et l'association accréditée. Quand on vient réfléchir sur la composition du comité, c'est important sur le nombre de membres de considérer différents éléments puis de chercher un équilibre. Dans le sens qu'on veut avoir suffisamment de membres pour avoir une bonne représentativité des travailleurs qui sont représentés par le CSS. Mais en contrepartie, on ne veut pas avoir trop de membres non plus parce que souvent, ça vient complexifier l'organisation des rencontres, les échanges lors des rencontres. Généralement, je vous dirais 4 à 8 personnes pour un comité santé-sécurité, c'est assez fonctionnel. Si jamais on ne s'entend pas à savoir combien de membres représentants des travailleurs on va avoir, à ce moment-là, c'est notre règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement, le RMPPE. Il y en a qui disent le RMPPE, là, mais c'est la même chose. Donc, c'est ce règlement-là qui vient vous dire, bon, vous n'êtes pas entendu, voici en fonction du nombre de travailleurs qu'il y a dans l'établissement, combien de représentants des travailleurs vous devez avoir sur le CSS. Par exemple, si j'ai un hôtel de ville qui a 30 travailleurs, donc qui est entre 20 et 50, à ce moment-là, pour le comité de l'hôtel de ville, il faudra avoir 2 membres qui vont représenter les travailleurs sur le CSS. Considérez aussi dans le nombre de membres que le RSS, donc le représentant en santé et sécurité, est toujours un membre d'office du CSS. Donc, il devra toujours siéger sur le comité de santé et sécurité. Ça, c'est pour ce qui est des membres représentant les travailleurs. Pour ce qui est des membres représentant l'employeur, en fait, l'employeur doit désigner minimalement une personne qui va le représenter au sein du comité, mais il peut en désigner autant qu'il y a de membres représentant les travailleurs. Fait que si on prend l'exemple de l'hôtel de ville, j'ai 30 personnes, je dois désigner, parce qu'on ne s'est pas entendu, 2 membres représentant les travailleurs. À ce moment-là, l'employeur pourrait désigner jusqu'à 2 membres représentant l'employeur, mais il ne pourrait pas en désigner 3. Il ne pourrait pas aller au-delà du nombre de membres qui représentent les travailleurs. En ce qui concerne les modalités de désignation des membres représentant les travailleurs, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est assez technique, mais sachez que l'ensemble des modalités sont précisées dans la loi sur la santé et sécurité du travail et au règlement, donc au RMPPE. En fonction des différents cas de figure, là, il y a un article qui est associé. Donc, vous pourrez consulter directement les articles du règlement là, pour voir quelles sont les modalités de désignation spécifiques là, pour vos comités.
Les fonctions obligatoires du CSS, elles sont prévues à l'article 78 de la LSST, donc la Loi sur la santé et sécurité du travail. Pour bien comprendre le rôle du CSS, il faut regarder l'ensemble des fonctions. Là, vous avez des exemples à l'écran, puis le mandat aussi qui va être confié au comité. Gardez en tête que l'objectif premier d'un CSS, c'est que la prévention, elle se traduise par des actions concrètes, organisées et coordonnées sur le terrain. Donc, le CSS devrait davantage agir en soutien et non comme responsable finalement de la santé et sécurité là, dans l'établissement. Comme je vous disais, vous voyez à l'écran quelques exemples. Ce n'est pas la totalité des fonctions qui sont légalement confiées au CSS. De façon générale, le CSS a un pouvoir de recommandation. Par contre, il y a deux fonctions pour lesquelles le comité il est décisionnel. Les deux fonctions du haut, c'est-à-dire de déterminer les programmes de formation et d'information en matière de SST et de choisir les équipements, les moyens, équipements de protection individuelle, conformes au règlement et adaptés aux besoins des travailleurs. On ne rentrera pas plus en détail dans les fonctions. Là, honnêtement, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en soi. Mais pour vous aider à concrétiser ces fonctions-là, là, parce que ça reste des libellés un peu plus théoriques qu'on retrouve dans la loi, je vais vous présenter dans quelques diapositives un guide de fonctionnement pour les CSS qu'à l'APSAM, on a développé. Et sachez que dans ce guide-là, on propose des exemples d'actions concrètes pour passer de la théorie à l'action pour chacune de ces fonctions-là. Donc, ça va vous aider à voir concrètement, ça veut dire quoi participer à l'identification puis à l'analyse des risques pour un CSS, par exemple. Donc, on vient de voir la composition, les fonctions. On va passer ensemble aux règles de fonctionnement. En fait, pour exercer efficacement ces fonctions, le comité a tout intérêt à se doter de règles de fonctionnement. En fait, ça va venir baliser, là, en quelque sorte, le cadre dans lequel les membres vont évoluer. On parlait d'entente, je vous reviens avec l'entente ici. L'entente qui on va mettre de l'avant, on souhaite toujours, si on est capable de s'entendre, d'y aller avec cette manière de faire-là. En fait, les règles de fonctionnement peuvent être établies par entente entre les membres du comité. Juste pour faire la distinction, tantôt quand on parlait de la composition, l'entente, elle était entre l'employeur, les travailleurs et les associations accréditées. Maintenant, quand on est au niveau de l'entente pour les règles de fonctionnement, l'entente, elle doit avoir lieu entre les membres du CSS, là, donc entre les membres du comité. C'est une flexibilité qui est intéressante parce que ça permet d'adapter les règles, finalement, le fonctionnement du CSS en fonction de sa réalité spécifique. Ce qui veut dire que dans une même organisation, étant donné que les mécanismes sont par rétablissement, on pourrait avoir des comités de santé et sécurité qui ont des règles de fonctionnement qui sont différentes. Par exemple, vous avez un CSS qui couvre les camps de jour, mais leur fonctionnement risque d'être différent d'un CSS qui couvre le garage municipal. À défaut d'entente sur les règles de fonctionnement, il y a certaines modalités qui sont prévues par notre règlement, le règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement, notre RMPPI. Par exemple, on peut penser à la fréquence des rencontres, à la coprésidence, au minimum de membres pour tenir une rencontre, ce qu'on appelle le quorum, au délai pour combler un poste vacant, à l'élaboration, à la transmission du procès verbal des rencontres, par exemple. Donc, si le comité ne s'entend pas sur ces éléments, les éléments qui vont être dans le centre de la diapositive, à ce moment-là, ce sont les règles du RMPP qui vont s'appliquer. Il y a d'autres éléments sur lesquels le RMPP ne vient pas statuer, mais ce sont des éléments qui, à l'APSAM, on pense que c'est intéressant de discuter et de convenir en comité. Je vous en nomme quelques-uns, notamment de venir baliser la participation d'invités aux rencontres. La durée du mandat des membres, ça a un impact important sur l'efficacité du CSS. Le temps de libération pour les membres pour se préparer aux rencontres. Comment on va venir baliser ce temps-là? Est-ce qu'il faut qu'on demande l'autorisation? Si oui, à qui, par exemple? Et les modalités, finalement, pour évaluer là, nos rencontres. Vous allez voir, je vous réfère encore au guide de fonctionnement, mais il y a plusieurs règles de fonctionnement qui sont pas nécessairement qu'on ne retrouve pas nécessairement au RMPP, mais qu'on a inclus dans le guide de fonctionnement parce qu'on est d'avis là, que ça va venir augmenter l'efficacité du comité. Pardon. Double clic. OK, c'est bon. On y va avec une prochaine question, Slido. Avant de répondre, je vais vous expliquer là, vers quoi on veut aller avec ces fameux niveaux de risque-là. En fait, le RMPP prévoit certaines modalités qui varient en fonction du niveau lié aux activités de vos établissements ou du regroupement d'établissements.
En fait, ce sont des niveaux qui servent à déterminer, quand il n'y a pas d'entente ou jusqu'à temps qu'il y ait une entente, la fréquence minimale des réunions du CSS, puis le temps minimal mensuel accordé au RSS pour exercer ses fonctions. Le classement par niveau aussi des établissements va venir préciser le délai maximal dont disposent les membres du CSS et du RSS pour suivre suivre les formations obligatoires. Temps de libération du représentant santé-sécurité, formation obligatoire, je vais y revenir. Petite question, puis là, je vois qu'il y a certains qui ont déjà répondu. Savez-vous à quel niveau sont associés vos établissements de 20 travailleurs et plus? Puis pourquoi on spécifie 20 travailleurs et plus là, pour être clair par rapport à ça, étant donné que le niveau vient influencer la fréquence des rencontres du comité, les heures de libération, puis les formations pour les comités de santé-sécurité puis les représentants en santé-sécurité, étant donné que ces mécanismes-là de participation sont spécifiques, sont obligatoires pour les établissements de 20 travailleurs et plus, bien, c'est pour ça qu'on veut venir établir nos niveaux vraiment pour ces établissements-là. Donc, grande explication pendant que vous répondiez au sondage. Ce qui est intéressant de voir, là, la plupart, environ la moitié, savent quels sont les niveaux qui sont associés à leur établissement. C'est super, ça va vous donner déjà un art d'aller pour venir identifier certains éléments pour le fonctionnement de vos mécanismes. Il y en a qui sont, je dirais, l'autre 25% quasiment, qui ont une idée, mais qui ne sont pas certains. Puis il y a des gens finalement qui pourront, je l'espère, suite au webinaire, venir établir finalement les niveaux en lien avec leurs établissements de 20 travailleurs et plus. En fait, que je vous parle des niveaux, là, il y a 4 niveaux, 1, 2, 3, 4, qui sont prévus finalement à l'annexe du règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement. Je vous rappelle, ce sont des niveaux qui sont établis en fonction de l'activité principale qui est exercée dans l'établissement. Dans le secteur municipal, la beauté de la chose, mais des fois la complexité de la chose, c'est qu'on peut retrouver différentes activités. Donc, on va avoir fort probablement là, différents niveaux à même une organisation pour connaître vos niveaux. Donc, je pense notamment à ceux qui étaient plus incertains ou qui ne savaient pas quels étaient les niveaux associés à leur établissement de 20 travailleurs et plus. Vous pouvez d'abord consulter, comme je vous dis, l'annexe du règlement. C'est là qu'on va retrouver les niveaux en fonction des différents types d'activités associés à des cas de SIAN. Mais sachez que la CNSST, pour faciliter la démarche, a envoyé des lettres aux employeurs pour spécifier les niveaux de leurs établissements et met également à votre disposition un outil de recherche en ligne qui permet de vérifier le niveau de l'établissement à partir de son adresse. Mais il s'agit toutefois d'un outil qui est informatif. Là, ce que force de loi, c'est vraiment l'annexe du règlement. S'il y a un établissement, si vous consultez l'outil et qu'un de vos établissements est manquant, si vous avez un doute sur le niveau qui est indiqué ou c'est arrivé à quelques reprises qu'il y a plusieurs niveaux qui est associé à un seul établissement, à ce moment-là, on vous encourage à contacter directement la CNSST. C'est eux qui vont pouvoir vous aider en lien avec les niveaux. Dernier élément un peu plus spécifique qui touche les comités de santé et sécurité qu'on souhaitait aborder avec vous ce matin, c'est la formation obligatoire des membres de CSS. En fait, tous les membres de comité de santé et sécurité devront suivre une formation théorique obligatoire. Question qu'on a souvent, il n'y aura pas de reconnaissance d'acquis. C'est-à-dire que si vous avez des membres qui ont déjà suivi une formation sur le sujet, par exemple celle de l'APSAM, ils devront tout de même compléter la formation qui est prévue à la loi et au règlement. Le délai pour suivre la formation, je vous le disais, il est tributaire en quelque sorte du niveau. En fait, le membre de comité santé-sécurité doit suivre la formation dans le délai le plus éloigné entre 120 jours de sa désignation ou l'échéance qui est déterminée au règlement en fonction du classement de l'établissement. Pas simple, hein? Je vais vous donner un exemple qui risque d'aider à clarifier les choses. Si, par exemple, moi, je suis actuellement, en date d'aujourd'hui, membre d'un comité de santé et sécurité dans un établissement de niveau 4. On peut penser, par exemple, aux sociétés de transport qui risquent fortement de se classer de niveau 4. Bien, à ce moment-là, le délai maximal que j'ai pour suivre la formation, c'est le 1er octobre 2026. Par exemple, une autre situation, je suis membre du même comité, donc dans un établissement de niveau 4, mais je suis désignée au 1er septembre 2026.
À ce moment-là, vous conviendrez que le délai le plus long, ça ne sera pas le 1er octobre 2026, qui est juste un mois plus tard, mais ça va être vraiment 120 jours de ma désignation. Donc, je devrais suivre la formation dans le 120 jours de ma désignation, étant donné que je suis plus proche là, de l'échéance qui est prévue au règlement en fonction de du classement de mon établissement. La formation pour les membres de CSS, c'est une formation de la CNSST, mais pour laquelle l'APSAM est autorisée. Là, finalement, est reconnu comme diffuseur. Il y a plus de précisions, de détails qu'on va pouvoir vous communiquer là, dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, ce qu'on peut vous dire par rapport à ça, c'est que ce sera possible de s'inscrire à partir d'une plateforme pour participer, là, pour assister à cette formation-là. Ça va être des inscriptions qui vont être individuelles, mais on vous suggère fortement en comité de choisir ensemble la même session puis de participer ensemble à la session. Ça va être plus intéressant là, comme ça. Sous réserve d'un changement, encore là, mais les formations devraient débuter au mois d'avril et ce sont aussi des formations qui sont sans frais. Donc, comme je vous dis, plus d'informations à venir au courant du mois de mars sur ces formations-là. On va évidemment à l'APSAM relayer les informations via une actualité, mais la CNSST rend disponible là, une page formation en lien avec les mécanismes de participation en établissement où les informations d'intérêt finalement vont être regroupées. Donc, on retourne à Marie qui dit OK, je comprends mieux les obligations, puis j'espère que c'est votre cas aussi. Mais concrètement, comment je fais pour que notre comité soit conforme puis qu'il soit réellement efficace, qu'il fonctionne vraiment? C'est une excellente question, puis elle est tout à fait légitime. Comme vous l'avez vu et entendu, finalement, mettre en place un comité de santé et sécurité, ça implique de clarifier et statuer plusieurs éléments. On a parlé de la composition, des fonctions du CSS, des règles de fonctionnement, de la formation des membres. Mais c'est là que pour vous accompagner, je reviens à notre guide de fonctionnement du comité de santé et sécurité. À l'APSAM, on a développé cet outil-là. Qui a été d'ailleurs révisé, en fait, comme un petit pain chaud, là, finalement. La version révisée a été déposée sur notre site web hier. En fait, cet outil-là présente les principaux aspects à définir, à statuer pour augmenter l'efficacité de votre comité et propose pour chacun des éléments non seulement des explications, mais des exemples concrets pour vous aider à l'adapter à votre réalité. Vous y trouverez également toutes les références légales et réglementaires pertinentes en lien avec la mise en place d'un CSS qu'on n'aura pas pu couvrir en totalité aujourd'hui. Donc, une fois le comité qui est mis sur pied, je vous dirais que l'une des premières choses qu'on vous invite à faire, c'est de prendre le temps ensemble de regarder ce guide de fonctionnement-là, d'en discuter, puis par consensus, de venir établir c'est quoi les balises de fonctionnement pour votre CSS. Aussi, à l'APSAM, on a une page, en fait, page comité de santé et sécurité là, sur laquelle se trouve le guide de fonctionnement, mais sur lequel il y a aussi une multitude d'outils pour vous aider en lien avec les comités de santé et sécurité. Et sachez que ça fait partie de notre rôle comme conseiller régional de vous soutenir dans la mise en place de vos comités. Donc, au besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va toujours nous faire un grand plaisir de pouvoir vous soutenir dans vos démarches. Donc, comité santé et sécurité, on se rappelle, premier mécanisme de participation qui est obligatoire pour les établissements de 20 travailleurs ou plus ou en cas de multi-établissement. L'autre mécanisme de participation qui est obligatoire pour ces établissements-là, c'est le représentant en santé et en sécurité du travail. Le RSS, je vous l'ai dit tantôt, il est membre d'office du comité de santé et sécurité. Point important, le RSS doit être un travailleur au sens de la loi. Donc, ça ne peut pas être un représentant de l'employeur. Il est désigné parmi les membres représentant les travailleurs siégeant au comité de santé et sécurité et il est désigné par ces derniers, donc par ces membres-là. La loi lui confie 9 fonctions obligatoires. Encore là, ce sont des exemples qu'on retrouve à la diapositive, notamment d'inspecter les lieux de travail, d'identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs, de faire les recommandations qu'ils jugent opportunes, de collaborer à l'élaboration, à la mise en application du programme de prévention, d'assister les travailleurs dans l'exercice de leurs droits. Donc, bref, il y a 9 fonctions légales qui sont prévues pour le RSS. Le comité de santé et sécurité pourrait aussi, par entente, confier des mandats supplémentaires aux représentants en santé et sécurité du travail. J'attire votre attention sur une bonne pratique. Je vous dirais qu'il y a un point important.
Bien que certaines fonctions du représentant en santé-sécurité portent spécifiquement sur des activités d'identification des risques, comme l'inspection, l'enquête et l'analyse des accidents du travail, il est préférable, il est recommandé que ces activités-là se fassent de manière paritaire, c'est-à-dire avec la participation d'un représentant de l'employeur. En fait, comme employeur, il y a aussi une obligation de réaliser ces activités d'identification des risques-là. Donc, par souci d'efficacité, c'est plus intéressant que l'activité soit faite de manière paritaire, que le RSS le fasse seul. Légalement, il peut le faire seul, mais par efficacité, en termes de prévention, en termes de prise en charge, on recommande là, à ce que ces fonctions-là qui touchent aux activités d'identification des risques soient faites également là, en collaboration avec un représentant de l'employeur. Le RSS a un temps prédéterminé pour exercer certaines de ses fonctions. On revient à la notion d'entente. Les membres du CSS peuvent d'abord, par entente, déterminer le temps que le RSS peut consacrer à l'exercice de certaines de ses fonctions. Si jamais les membres ne s'entendent pas, à ce moment-là, c'est le temps qui va être prévu mensuellement pour exercer certaines fonctions du RSS va être statué par notre règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement, notre RMPPE. En fait, le temps qui va être prévu va varier en fonction du nombre de travailleurs de l'établissement et, je vous le disais tantôt, du niveau qui est associé à l'établissement en fonction des activités qui sont exercées dans l'établissement ou dans le regroupement d'établissements. Si, par exemple, je prends un établissement de niveau 3 qui compte entre 51 et 100 travailleurs, à ce moment-là, le temps de libération qui est prévu quand on n'a pas d'entente va être de 16 heures par mois. Je vous donne un petit truc aussi. Tu sais, des fois, ça peut être difficile en CSS de dire, bon, combien de temps on va statuer? Tu sais, on veut s'entendre, mais combien de temps on statue pour le RSS? Première des choses, vous pouvez quand même consulter le RMPP, mais sans dire on n'a pas d'entente, on l'utilise, mais l'utiliser comme cadre de référence pour voir, bien, pour un établissement de notre niveau, en fonction du nombre de travailleurs, voici ce qui est prévu au RMPP, puis l'ajuster en fonction de vos besoins. Ce qui peut être aussi une bonne pratique, c'est que le RSS, au fil du temps, note, consigne, que ce soit dans un registre, là, le moyen lui appartient, mais les heures qui sont utilisées pour exercer les fonctions qui sont ciblées par le temps de libération. Comme ça permet de voir est-ce qu'on en a trop, est-ce qu'on en manque, puis en comité de venir le réajuster. Ça, c'est une bonne pratique que vous pourriez mettre en place. À noter que la loi prévoit aussi certaines fonctions pour lesquelles le temps requis ne fera pas partie des heures de libération parce que, grosso modo, ces fonctions-là sont associées à des événements qui sont un peu plus difficiles de planifier. Combien de temps ça va prendre pour faire ces fonctions-là? On peut penser que le RSS peut s'absenter le temps nécessaire pour faire une enquête. Par exemple, s'il arrive, participer, parce qu'encore là, on vous suggère que ce soit fait avec l'employeur, mais participer au processus d'enquête et d'analyse d'accident, pour accompagner un inspecteur de la CNSST, pour intervenir lors d'un droit de refus. Ce sont des événements, c'est plus difficile de savoir mais combien de temps ça va nous prendre dans le mois parce qu'ils sont plus imprévisibles. À ce moment-là, le temps qui est consacré à ces fonctions ne sera pas comptabilisé. Également, le temps que le CSS, le temps que le RSS participe aux rencontres de comité de santé et sécurité, donc là, le CSS ne sera pas comptabilisé dans ses heures de libération. À noter que le RSS doit toujours aviser son supérieur immédiat avant d'aller exercer ses fonctions. Évidemment, on suggère que ce soit fait en amont pour que ça puisse être planifié dans le temps lorsque c'est possible, mais il doit aviser le supérieur immédiat avant d'exercer ses fonctions. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour le temps de libération et l'exercice de certaines fonctions du RSS. Le RSS doit aussi suivre une formation obligatoire au même titre que les membres du comité de santé et sécurité. Je ne rentrerai pas dans les modalités, là, ce sont sensiblement les mêmes formations de 7 heures en virtuel. L'APSAN va être autorisé aussi comme diffuseur de cette formation-là de la CNSST. Les délais sont les mêmes aussi. Vous comprendrez que le RSS doit donc suivre 2 formations. Il doit suivre la formation en tant que membre de CSS et il doit également suivre la formation plus spécifique à son rôle.
Sous réserve d'un changement, encore une fois, mais il ne devrait pas avoir un ordre obligatoire pour suivre ces formations-là. Par contre, on vous suggère que l'ARSS suive d'abord la formation de membre de CSS et ensuite qu'il suive sa formation de RSS. À noter aussi que le RSS devra suivre un programme de formation continue, mais les modalités sont encore sont peu connues là, par rapport à ce programme de formation continue. Encore une fois, consultez les actualités de l'APSAM. Regardez aussi la page de la CNSST sur les formations dans les prochaines semaines pour avoir plus d'informations. Je vous ai parlé tantôt du guide de fonctionnement CSS. Sachez qu'à l'APSAM, on est en train d'élaborer un guide de fonctionnement spécifique pour les représentants en santé et en sécurité du travail, un peu sous la même forme explicative avec des exemples personnalisables, donc que vous pourrez adapter dans vos organisations là, pour vos représentants en santé et sécurité du travail. Donc, on retourne à Marie qui nous dit, qui nous amène une autre question là, assez intéressante, assez concrète. Si je regroupe mes établissements, est-ce que les modalités sont les mêmes pour les CSS et les RSS? Parce que là, on vous a parlé pour un établissement de 20 travailleurs et plus, mais est-ce que ça serait exactement la même chose pour ces mécanismes-là, comité de santé et sécurité, représentant en santé et sécurité, si je suis dans un regroupement d'établissements? Oui, ce sont les mêmes exigences légales et réglementaires qui s'appliquent lorsqu'on a un comité de santé et sécurité et un représentant en santé et sécurité pour l'ensemble de notre regroupement. Il ne faut quand même pas oublier qu'une des conditions finalement que Benjamin vous a présentées pour pouvoir mettre en place l'approche par multi-établissement, mais c'est le fait que le CSS et le RSS soient en mesure d'exercer adéquatement leurs fonctions pour chacun des établissements visés. Au besoin, par entente entre l'employeur et les travailleurs, il est possible de mettre en place des mécanismes additionnels pour le regroupement d'établissements et ce serait la même réflexion aussi, comme je le disais tantôt, par établissement. Donc, le minimum à ce moment-là, c'est un CSS, un RSS, mais on pourrait y aller avec des comités de santé et sécurité, des représentants en santé et sécurité additionnels, autant en regroupement que pour un établissement. Donc, c'est ce qui complète le volet CSS-RSS. On va passer sur l'agent de liaison. Bien, on ne va pas passer physiquement dessus, vous comprendrez, mais on va regarder ça ensemble, puis après, on va prendre vos questions là, sur l'ensemble des mécanismes de participation. Donc, l'agent de liaison en santé et sécurité, là maintenant, on change, on est rendu dans les établissements de 19 travailleurs ou moins. Donc, des établissements un peu plus de petite taille. En fait, les mécanismes sont ajustés en fonction de la grosseur, là, je mets des guillemets, là, mais de l'établissement. Donc, dès qu'on est dans 19 travailleurs et moins, un agent de liaison doit être désigné. L'agent de liaison, c'est un peu notre équivalent du RSS. Donc, ça veut dire que ça doit être un travailleur au sens de la loi. Ça ne peut jamais être un représentant de l'employeur. Puis, les modalités de désignation de l'agent de liaison, elles, sont prévues à la loi sur la santé et sécurité du travail. L'agent de liaison exerce principalement un rôle de collaboration avec l'employeur en matière de santé et sécurité du travail. Donc, ces trois fonctions sont à l'écran. Il doit coopérer avec l'employeur pour faciliter la communication des informations en santé et sécurité. Il doit aussi collaborer à l'élaboration et la mise en application du programme de prévention ou du plan d'action qu'on va voir dans le prochain module, en adressant par écrit des recommandations à l'employeur. À ce sujet, l'employeur a 30 jours pour donner suite aux recommandations de l'agent de liaison. Il peut soit accepter, mettre en application la recommandation. Il peut expliquer pourquoi elle ne sera pas appliquée. Il peut proposer une autre solution. Bref, tout ça fait partie de ce qu'on appelle répondre là, à la recommandation de l'agent de liaison. Si jamais l'agent de liaison n'a pas de réponse dans les 30 jours, bien évidemment, il peut faire un rappel à l'employeur, mais s'il estime qu'il n'y a pas la collaboration souhaitée, il pourrait porter plainte à la CNSST. D'ailleurs, porter plainte à la CNSST, c'est la troisième fonction légalement reconnue pour l'agent de liaison. Contrairement aux représentants en santé et sécurité, l'agent de liaison ne dispose pas d'un nombre d'heures prédéterminé là, pour exercer ses fonctions. En fait, il peut s'absenter de son travail lorsqu'il doit exercer ses fonctions. Il va à ce moment-là aviser en avance, en amont, son supérieur immédiat ou l'employeur qu'il va exercer là, ces fonctions-là avant d'aller dans l'exercice justement de ces fonctions-là.
En ce qui concerne la formation, parce que oui, l'agent de liaison doit aussi suivre une formation, mais là, les modalités sont différentes. En fait, l'agent de liaison doit suivre une formation dans l'année suivant sa désignation. C'est une formation qui est en ligne, qui est accessible là, via le site de la CNSST, qui est asynchrone. Donc, elle est aussi gratuite et elle est déjà offerte là, depuis quelques mois. Donc, pour les agents de liaison de vos organisations qui n'ont pas suivi la formation, ben, dès maintenant, c'est possible de le faire. Question aussi, on vient à Marie, question qui revient souvent et que plusieurs personnes se posent. Et si personne ne veut s'impliquer, comment on fait pour former nos comités de santé et sécurité, pour avoir nos représentants de santé et sécurité, nos agents de liaison? C'est une préoccupation qu'on entend régulièrement. En fait, la responsabilité de l'employeur par rapport à la mise en place des mécanismes de participation, elle en demeure une de moyens. Donc, concrètement, l'employeur peut notamment expliquer c'est quoi l'importance de l'implication en santé et sécurité, communiquer l'information sur la mise en place des mécanismes. Fait que, par exemple, envoyer un courriel qui vient présenter les fonctions du RSS. Et ça mange quoi, le RSS en hiver? Répondre aux questions, préoccupations des travailleurs, préciser les moyens qui vont être rendus disponibles pour exercer les fonctions, puis offrir les conditions nécessaires là, pour désigner ces personnes-là. Fait que ça peut être de prévoir un temps, un lieu pour que les travailleurs puissent désigner ces personnes-là. Au besoin, vous pourriez toujours aussi communiquer avec la CNSST pour avoir un soutien par rapport à ça. Mais bref, tout ça pour dire que l'employeur doit démontrer les actions posées pour favoriser la désignation. Donc voilà, c'est ce qui conclut la deuxième partie. On pourrait peut-être passer aux questions que vous avez à ce sujet-là. Oui, et je vous dis que vous nous gardez actifs ce matin. Active, en fait, Annie-Claude et moi, sur vos questions. Une chance qu'on a pris 2 cafés ce matin parce que ça roule sur le question, sur Slido, en fait, sur vos questions. Donc, Audrey-Anne, juste par rapport à la gestion du temps, est-ce qu'on a 5 minutes environ pour les questions? Un 5-7 minutes, on va, OK. Benjamin et moi, on va accélérer pour la suite des choses, je pense. OK, parfait. Donc, je vais revenir sur un élément qui a été vu dans le bloc 1 parce que c'est quand même un élément qui est central, dans le fond, à l'application des mécanismes de prévention et de participation. Ça concerne le calcul du nombre de travailleurs. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions qui concernent le calcul du nombre de travailleurs. Donc, juste si c'est possible de revenir sur cet élément-là, notamment l'exclusion des gestionnaires concernant le calcul, l'inclusion d'étudiants. Donc, on peut penser par exemple aux camps de jour, aux employés temps partiel, aux bénévoles en bibliothèque. Donc, peut-être juste là, revenir sur cet élément-là, sur ces éléments-là, pardon, concernant le calcul du nombre de travailleurs, travailleuses. Je peux peut-être y aller. En fait, on doit calculer toute personne qui rentre dans la définition de travailleur au sens de la loi sur la santé et sécurité. Fait que le travailleur, c'est toute personne qui exécute un travail pour l'employeur avec ou sans rémunération. Fait que c'est là qu'on va rentrer, là, puis j'ai pas la liste devant moi, mais tout ce qui est travailleur, que ce soit temps plein, temps partiel, saisonnier, étudiant, bénévole, même s'il n'y a pas de rémunération. Fait que toute personne qui est travailleur au sens de la loi doit être calculé. Fait que du moment qu'on a un certain lien de subordination, qu'on peut demander à la personne de faire un travail XY, mais cette personne-là, finalement, qui est un travailleur au sens de la loi, devra être calculée. En contrepartie, notre définition de travailleur dans la loi sur la santé et sécurité vient exclure ce qui est les représentants des travailleurs. Fait qu'on pense notamment aux contremaîtres, aux superviseurs, directeurs de service, direction générale, bien, ces personnes-là, on ne doit pas les comptabiliser dans le calcul. Fait que la ligne est vraiment entre travailleurs, représentants d'employeurs. D'un côté, on les calcule, mais de l'autre, ils sont exclus du calcul. Je ne sais pas, Benjamin, si tu souhaites rajouter, là. Peut-être juste donner un petit exemple concret. Parce que souvent, la situation, les jeunes parlent de 40 jours, les étudiants pendant la période estivale, clairement, ils vont travailler plus de 21 jours. Donc, pour un même établissement qui a peut-être 2-3 travailleurs temps plein dans l'année, mais seulement la période saisonnière estivale, peut-être que là, ils vont monter à 35, 40, 50 personnes. Donc là, ils vont avoir l'obligation quand même d'implanter un programme de prévention puis un comité de santé sécurité, nommer un représentant santé sécurité du travail. Donc, des fois, c'est là qu'il faut vraiment regarder sur l'année complète le calendrier pour être certain qu'on couvre l'entièreté des possibilités. Je vais juste ajouter ça. Merci.
Parfait. Puis dernière petite notion concernant l'approche par multi-établissement là, qui génère beaucoup de questions également. Donc, une personne dit, j'ai 3 bibliothèques. Est-ce que chacune doit avoir 20 travailleurs ou plus pour faire un jumelage multi-établissement ou je pourrais jumeler un établissement qui a 19 travailleurs ou moins? En fait, pour les bibliothèques, là, ce cas-là, c'est intéressant. On ramène aux critères qu'on a présentés un peu plus tôt. Il faudrait qu'il y ait normalement au moins 2 bibliothèques qui ont 20 travailleurs et plus, et potentiellement une troisième 20 travailleurs et plus ou moins de 20 travailleurs. Et à ce moment-là, on pourrait avoir l'approche multi-établissement. Mais c'est important, minimalement 2 les établissements qui ont les obligations d'avoir un programme de prévention et un CSS, donc de 20 travailleurs et plus. Et ensuite, le troisième peut être aussi de plus de 20 travailleurs et plus, ou de moins de 20 travailleurs. Et à ce moment-là, les 3 bibliothèques pourraient être mis dans une approche multi-établissement. Du moment qu'on a un établissement de 19 travailleurs et moins, qui a des activités de même nature de 2 établissements de 20 travailleurs et plus qui sont regroupés ensemble, il y a une obligation, là, on doit aller regrouper là, l'établissement de 19 travailleurs et moins. Si jamais vous avez je vous dirais 2 bibliothèques de 19 travailleurs et moins, une bibliothèque de 19 travailleurs, de 20 travailleurs et plus, légalement parlant, ça ne correspond peut-être pas à l'approche par multi-établissement avec les critères tels qu'ils sont définis, mais il y a peut-être une réflexion à avoir sur est-ce qu'on met quand même en place un CSS ou minimalement des canaux de communication pour s'assurer que ce qui est travaillé en CSS peut bénéficier là, à l'ensemble des 3 bibliothèques. Ouais. En fait, rappelons-nous que la loi, ça constitue un minimum, mais il faut aller au-delà dans les mécanismes quand ça vaut la peine. Peut-être l'investissement de mettre un comité de santé sécurité pour tout le secteur bibliothèque, même si on n'a pas justement tous les critères, ça peut être tout à fait pertinent. Entièrement d'accord avec toi, Audrey. Tout à fait. Parfait. Merci pour les précisions. Donc, une question qu'on a aussi régulièrement à l'APSAM. Donc, vous nous avez présenté les obligations légales, Audrey, dans le bloc 2, concernant les mécanismes de participation. Est-ce que c'est vrai de dire que la loi ne vise pas à changer ce qui est déjà établi et qui fonctionne? Donc, la personne nous dit, on a par exemple pour l'ensemble de la ville un CSS qui regroupe des employés col bleu, puis un CSS col blanc actuellement pour l'ensemble de la ville. Donc, est-ce que je dois faire des changements parce que cette structure-là fonctionne chez nous au niveau de la prise en charge finalement de la SST? Oui, on l'entend souvent. En fait, je comprends, puis en fait, tant mieux là, si la structure actuelle fonctionne. Il n'y a pas, ni dans les mesures transitoires, ni dans le régime permanent, une espèce de, tu sais, je dis clause grand-père, mais droit acquis en disant, ben nous, c'est déjà comme ça fonctionnait, on le maintient. Il y a quand même une obligation en fonction de nouvelles exigences. Donc, théoriquement, légalement parlant, il faudrait dans ce contexte-là revoir la structure pour pouvoir s'assurer là, qu'elle correspond aux exigences légales. Cela étant dit, je vous ai nommé quand même certains éléments de réflexion que vous pourriez garder en tête lorsque vous venez évaluer la structure des CSS, toujours en considérant là, les obligations légales, mais le fait que vous ayez déjà une structure qui fonctionne est un élément aussi dont vous pourriez tenir compte. Mais la bonne réponse par rapport à ça, c'est que vous devez vous conformer sans égard au fait que votre structure fonctionne déjà aux nouvelles obligations qui sont prévues par le régime permanent. Parfait. Plusieurs questions qui tournent autour du sujet suivant. Donc, pour le RSS, mais ça pourrait être la même question pour l'ALSS, donc l'agent de liaison santé-sécurité. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui est dans la direction, donc une direction générale, par exemple, est-ce qu'elle pourrait être une ALSS, ou si c'est une personne choisie par les travailleurs qui est un travailleur? En fait, ça doit être un travailleur au sens de la loi. Donc, non, ça ne pourrait pas être une personne de la direction, même si elle est choisie et proposée, que c'est une excellente candidate là, pour le poste, ça doit vraiment être un travailleur au sens de la loi. Fait que si jamais vous avez désigné quelqu'un comme RSS qui est un représentant de l'employeur, ben, je vous invite à revoir cette désignation-là. Il va falloir changer pour que ce soit vraiment un travailleur. Parfait. Concernant justement la désignation du RSS, donc tu l'as mentionné, Audrey-Anne, mais il y a des demandes de précision là, dans la question-réponse. Donc, le RSS est désigné soit par les membres représentant les travailleurs du CSS ou encore par les membres du syndicat. Donc, qui désigne finalement le RSS?
En fait, ça, c'est une orientation qu'on a eue directement de la CNSST là, à l'effet que le RSS est désigné parmi les membres représentant les travailleurs au CSS et par ceux-ci. Fait que là, à ce moment-là, je me réfère aux explications qu'on a eues de la commission là, par rapport à cet élément-là de manière plus spécifique. Là. Parfait. Une dernière question, Ouais. peut-être? Oui, OK. Est-ce qu'il y a une possibilité d'entente avec le syndicat au niveau des heures de libération du RSS? Donc, tu as mentionné, Audrey-Anne, que les heures de libération du RSS pouvaient être par entente entre les membres du comité de santé et sécurité, mais est-ce que ça peut être le syndicat qui décide finalement des heures de libération du RSS? Ben, en fait, c'est dépendamment aussi de qui siège sur les CSS. Là, des fois, on a des représentants syndicaux. En fait, ça pourrait être conventionné, mais il faut juste que vous gardiez en tête que c'est vraiment l'entente du comité de santé et sécurité qui a préséance. Fait qu'advenant que le comité s'entend sur quelque chose qui est différent de la convention collective, ben, à ce moment-là, c'est l'entente du CSS qui prévaut et qui viendrait déterminer les heures du RSS. Christine, j'aurais tendance à te proposer, vu que ça, c'était la dernière question, de peut-être faire qu'une seule période de questions. On en avait une après le bloc 3. J'enfilerai Oui, bloc 3, bloc 4, puis j'en ferai peut-être parfait. quelques questions à la toute fin. À la fin, c'est parfait. Ouais, super, Merci. merci. Donc, je passe la parole à Ben. Merci beaucoup. Donc, en fait, pour le bloc 3, en fait, on va voir les mécanismes de prévention. Puis, je vous rappelle, dans le fond, ça vise des outils de gestion pour mieux planifier et structurer la prévention dans vos milieux de travail. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le fond? C'est quoi les exigences qu'on a pour les mécanismes de prévention? En fait, on l'a déjà nommé, mais dans les établissements de 20 travailleurs ou plus, en fait, l'employeur doit mettre en place un programme de prévention. Donc, on sait que dans le secteur municipal, cette obligation-là, elle existe déjà depuis 1979, lorsqu'on a créé la loi sur la santé et sécurité du travail. Donc, elle a donc été maintenue pour les établissements de 20 travailleurs ou plus, mais avec un nouveau contenu obligatoire. Pour les établissements de 19 travailleurs ou moins, en fait, l'employeur peut désormais élaborer ce qu'on appelle un plan d'action au lieu d'un programme de prévention. Le plan d'action, en fait, il reprend grosso modo là, la même structure que le programme de prévention, mais il y a un contenu qui est légèrement allégé. En fait, là, on a 9 points pour le programme de prévention, puis 6 points pour le plan d'action. On va y revenir dans quelques instants. Et en cas de regroupement d'établissements, donc si vous respectez l'approche multi-établissement, à ce moment-là, il est possible d'élaborer un seul programme de prévention qui couvre l'entièreté, en fait, l'ensemble des établissements qui sont visés par votre approche multi-établissement. Donc, pour la portion du programme de prévention, en fait, vraiment, il faudrait voir ce programme-là comme un outil de gestion de la santé et sécurité du travail. Ce n'est pas un simple document là, administratif. Donc, en fait, c'est un outil qui se veut d'être dynamique, qui est spécifique à l'établissement, mais surtout qui est adapté aux besoins et aux particularités du milieu de travail. Donc, les composantes obligatoires du plan de prévention sont présentées à l'écran. Vous voyez les différents points. En fait, on veut attirer votre attention sur un point important. Les 3 premières composantes, en fait, ça reflète directement la démarche de prévention. Donc, si vous vous rappelez là, les mots aussi qui sont beaucoup utilisés par la CNESST, là, identifier, corriger et contrôler les risques. Donc, dans votre programme de prévention, on doit retrouver les risques qui sont identifiés et les mesures de prévention pour les corriger ou les contrôler. Ensuite, le programme doit aussi couvrir tous les risques auxquels les travailleurs sont exposés, qu'ils soient dans l'établissement, sur la route ou dans un autre lieu de travail. Aussi, le programme doit non seulement décrire les mesures qui sont déjà mises en place, donc ce que vous avez déjà, tant mieux, ce qui est déjà fait, mais aussi prévoir les actions de prévention qui sont à instaurer. Donc, il y a une forme de priorisation, si vous voulez, au niveau des actions qui sont à mettre en place. De plus, en fait, le programme de prévention, il faut également qu'il tienne compte des programmes de santé au travail qui sont accessibles sur le site de la CNESST. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Il y a différents sujets, là, on parle de risques biomécaniques, d'amiante, silice et autres. Là. Je vous encourage en tout cas fortement à aller les voir. Ces programmes, ils peuvent vous aider, dans le fond, dans l'identification des risques à la santé et aussi les mesures de prévention à mettre en place. De plus, en fait, le programme de prévention, il doit être bonifié en continu. Vous voyez ça comme un document qui est vivant. Donc, en fonction, par exemple, de nouveaux risques qui pourraient être identifiés, des fois, il y a des risques émergents dans les milieux de travail, des mesures de prévention qui sont mises en place. Donc, le règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement, le RMPPI, en fait, il prévoit de son côté aussi une mise à jour annuelle de ce programme de prévention. Ensuite, il n'existe pas un modèle unique de programme, là, nécessairement un canevas spécifique. En fait, chaque organisation, là, vous pouvez choisir la forme qui vous convient, en autant, évidemment, que le contenu obligatoire soit respecté et soit présent dans votre programme de prévention. En ce sens, dans le fond, l'APSAM, on a développé un programme de prévention qui est à personnaliser
Actuellement, il est en révision là, pour bonifier certaines sections, là, mais quand même document très intéressant pour vous. Puis la démarche proposée par l'APSAM pour l'élaboration et la mise à jour du plan de prévention tient compte aussi, évidemment, du nouveau contenu obligatoire. Donc, ça vise aussi à ce que les milieux, ben, en fin de travail, mettent en place des activités pour assurer l'application du programme, mais surtout assurer sa pérennité dans le temps. Donc, c'est vraiment un élément qui est à ne pas négliger. Pour ce qui est, dans le fond, de son pendant, dans le fond, donc l'autre côté, la partie du plan d'action, dans le fond, on regarde, là, on a notre DG, dans le fond, Marie, qui nous pose une question qu'on a quand même assez fréquemment. C'est quoi vraiment la différence entre un plan d'action et un programme de prévention? Donc, on se rappelle que le plan d'action, dans le fond, lui, est possible pour les établissements de 19 travailleurs ou moins. Donc, dans le fond, si on regarde dans notre secteur, là, on a quand même là, une grande proportion d'établissements dans le secteur municipal de 19 travailleurs et moins. Donc, le plan d'action, en fait, c'est en quelque sorte une version qui est allégée du plan de prévention. Donc, mais puis, il comporte en fait un contenu obligatoire qui est un petit peu plus restreint, si vous remarquez, là, dans la colonne de droite. Donc, on doit documenter, dans le fond, l'identification des risques, mais pas nécessairement l'analyse de ces risques. Par contre, il y a d'autres informations qui sont exigées dans le plan de prévention qui n'ont pas assez retrouvées, comme celles liées aux examens de santé pré-embauche ou en cours d'emploi, tout ce qui touche aux matières dangereuses et contaminants ou à l'organisation des premiers soins. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous autres, la distinction qui est théorique, mais en pratique, en fait, on recommande souvent aux organisations d'élaborer quand même un plan de prévention complet, peu importe la taille de l'établissement. Puis pourquoi on propose ça ou on recommande fortement ça, c'est que identifier les risques, c'est une chose, mais comme on dit, on ne peut pas tout régler en même temps. Donc, le fait de faire une analyse de nos risques va nous permettre de mieux établir peut-être nos priorités, sur quoi on veut travailler en premier, puis pour quelles raisons, qu'est-ce qu'on veut bâtir en premier. Donc, de toute façon, tous les milieux doivent gérer aussi les matières dangereuses et les contaminants, puis de toute façon, organiser les premiers soins. Donc, on parle de secouristes, là, les trousses de premiers secours, tout ça. Donc, dans ce cas-là, pourquoi ne pas rassembler toute l'information dans un seul et même endroit? Donc, finalement, en bonifiant légèrement votre plan d'action, mais finalement, on se retrouve avec pratiquement l'équivalent de programme de prévention. Donc, c'est ce qu'on vous recommande. Donc, c'est l'outil le plus complet, en fait, de programme de prévention. Fortement recommandé d'aller de l'avant en ce sens. Donc, prochaine étape, en fait, on comprend un petit peu mieux, dans le fond, c'est quoi la distinction entre le programme de prévention et le plan d'action. Puis, en fait, il y a une question importante là, qui se pose. C'est qui est concrètement responsable, selon vous, de l'élaboration, de la mise à jour et de l'application du plan de prévention ou du plan d'action? Donc, on aimerait savoir, avoir votre avis en ce sens. Puis, petit indice, il y a quand même plusieurs réponses possibles. Donc, on va regarder dans le fond vos réponses là, au niveau de Slido, puis voir comment vous voyez les choses. On voit que les pourcentages varient. Là. Je vous donne encore quelques instants là, pour avoir récolté vos réponses. Ça augmente, ça augmente. On est à 45, une cinquantaine de personnes qui ont répondu. Continuez, allez-y. On vous donne encore quelques petits instants. Juste pour voir un petit peu, faire le tour, voir votre compréhension actuelle. Donc, on voit déjà que le pourcentage assez flagrant là, qui est plus élevé, ce serait l'employeur. Mais on dit aussi quand même un bon pourcentage qui dit le CSS si présent, puis en plus petite proportion RSS à LSS, les ressources RH ou SST si présentes, puis aussi les travailleurs. C'est intéressant parce que la responsabilité première, elle appartient à l'employeur. Donc, c'est à lui qu'incombe l'élaboration, la mise à jour et l'application du programme de prévention du plan d'action. Ceci étant dit, il ne va pas faire cette démarche-là tout seul. Donc, par leur fonction et de leurs recommandations, autant le Comité de santé et sécurité du travail, le RSS ou l'ALSS vont aussi y jouer un rôle. Évidemment, nos ressources humaines, lorsqu'on en a dédiées, ou si on a un conseiller, une conseillère en santé et sécurité du travail, ces gens-là sont souvent impliqués, soit en soutien ou en coordination, dans le fond, pour l'élaboration du plan de prévention. Puis enfin, évidemment, les travailleurs, sans nécessairement être responsables au sens théorique, vont quand même y participer, dont la participation à l'identification et à l'élimination des risques dans leur milieu de travail. Donc, retenez dans le fond, finalement, que notre programme de prévention ou notre plan d'action, c'est un outil qui est vivant, qui est en constante évolution et surtout, c'est le cœur de la prévention dans notre organisation. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, au lieu de faire tout de suite un onglet questions-réponses, on va passer tout de suite au blocage. Donc, je vais céder la parole à Audrey-Anne, puis on reprendra les questions pour nos deux blocs ensemble dans quelques instants. À toi la parole.
Je vois déjà l'heure là, qui coordonnerait théoriquement avec la fin du webinaire. Tu sais, pour ceux et celles qui s'étaient prévus vraiment leur écart, qui doivent quitter, je vous rappelle, ça va être enregistré. Fait que si vous souhaitez réécouter la fin, là, il reste une ou deux diapositives, puis peut-être quelques questions. Évidemment, vous êtes les bienvenus. Là. Ça va être accessible prochainement dans les prochains jours sur notre site web. Puis pour ceux et celles qui peuvent encore être de la partie et qui souhaitent rester, bien, merci pour votre compréhension. Là, c'est ça, c'est difficile des fois d'estimer le temps, puis on veut prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, on va peut-être poursuivre là, un petit 5-10 minutes encore là, avec vous. Donc, on va faire un résumé finalement de ces fameuses exigences-là, ce qu'on appelle pour nous la conformité. Donc, l'application des mécanismes de prévention et de participation, elle se fait par établissement en fonction du nombre de travailleurs au sens de la loi. Donc, dans les établissements de 20 travailleurs et plus, il faut élaborer, mettre à jour et appliquer un programme de prévention, mettre en place un comité de santé et sécurité et désigner un représentant en santé et en sécurité. Dans les établissements de 19 travailleurs ou moins, il faut minimalement élaborer, mettre à jour et appliquer un plan d'action et désigner un agent de liaison en santé et en sécurité. Il existe toutefois une exception lorsque certaines conditions sont rencontrées, dont celle d'avoir des activités de même nature. On peut regrouper des établissements pour une application commune des mécanismes. À ce moment-là, ça nous prend un programme de prévention, un comité de santé et sécurité, ainsi qu'un représentant en santé et en sécurité. On veut passer de la conformité à l'efficacité. Hein? Marie qui nous dit, ben c'est bon tout ça, mais demain matin, je commence par quoi? Sans que ce soit un plan de match tout à fait chronologique, mais je vous dirais que la première étape, c'est vraiment de venir déterminer c'est quoi les mécanismes de participation qui sont applicables à vos établissements. Je vous le rappelle, je vous invite à utiliser notre outil d'évaluation des mécanismes de participation. Ensuite, on va venir mettre en place nos mécanismes plus concrètement. On va désigner nos membres de comité, désigner nos RSS, nos ALSS selon le cas. On va en informer aussi le personnel. Une fois les mécanismes, les personnes désignées, finalement, il faut clarifier le fonctionnement de nos mécanismes. Guide de fonctionnement CSS, un outil qui va être très aidant, et éventuellement guide de fonctionnement RSS qui va vous permettre de venir structurer, encadrer tout ça. Puis finalement, on va venir planifier nos prochaines actions, élaborer ou, selon le cas, mettre à jour le programme de prévention en fonction du nouveau contenu obligatoire. Puis dans tous les cas, c'est en étape 5, mais comme je vous dis, là, ça doit être fait au fur et à mesure. Assurez-vous de suivre les formations obligatoires selon les modalités prévues. Je vous le rappelle, l'APSAM va diffuser les formations pour les membres de CSS et les RSS probablement à partir d'avril. Puis, agent de liaison, c'est déjà disponible. Dans tous les cas, on a une panoplie d'outils. Même la présentation, c'est des liens cliquables. Vous pouvez aller les rechercher ensuite directement sur notre site, évidemment. Et n'hésitez surtout pas là, à interpeller l'équipe de l'APSAM, les conseillers en prévention. On est là pour vous soutenir là, en lien avec la mise en place des nouvelles exigences du régime permanent dans vos organisations. Donc, on pourrait peut-être prendre quelques questions pour 5 minutes là, avant d'y aller avec le mot de fermeture. Oui, parfait. Première question qui s'adresse à toi, Audrey-Anne, là, en lien avec la dernière diapo que tu as présentée. Oui. Donc, la personne demande, il faut donc désigner nos CSS, RSS, ALSS avant d'élaborer notre programme de prévention ou notre plan d'action. Est-ce que c'est ce qu'on comprend de la diapo que tu as présentée? C'est ça, je disais, en fait, merci pour la clarification. Ce n'est pas tout à fait dans un ordre chronologique. Là. On se rappelle, Benjamin l'a présenté, le programme de prévention, à la base, c'est la responsabilité première de l'employeur. Fait que ça peut très bien se faire en parallèle, c'est-à-dire si vous n'avez pas de programme de prévention actuellement, si vous voulez transiter vers un plan d'action, par exemple, parce que c'est une possibilité pour les 19 et moins, vous pourriez déjà faire ce travail-là, puis en parallèle, veiller à la mise en place de vos mécanismes de participation. Fait que ce n'est pas nécessairement un avant l'autre. Parfait. C'est sûr que c'est intéressant, je continue ma réflexion dans ma tête, c'est sûr que c'est intéressant une fois que le CSS va avoir été mis sur place ou la RSS de regarder avec lui. Ils ont un apport au programme de prévention, mais ce n'est pas un préalable finalement. Parfait. Une question qui revient souvent concernant les services de sécurité incendie qui ont des officiers, comme on le sait. Est-ce que les officiers sont considérés comme des travailleurs ou comme des représentants de l'employeur?
En fait, puis c'est pas mon dossier, le problème que j'ai des collègues qui seraient plus à même de situer les officiers dans la structure. Du moment qu'on a quelqu'un qui a si l'officier, en fait, je vais y aller autrement, n'a pas de pouvoir disciplinaire, n'a pas de pouvoir de direction, tu sais, par exemple, qui est plus dans un rôle de coordination du travail, là, qu'on peut associer plus à un rôle de chef d'équipe, à ce moment-là, l'officier va être un travailleur. C'est sûr que s'il est plus il représente l'organisation, comme je vous dis, un pouvoir disciplinaire, il participe aux rencontres de direction, bien là, il agit plus comme représentant d'employeur. Là, il serait pas comptabilisé, là, il serait vraiment plus comme un représentant d'employeur, mais s'il est plus dans un rôle de coordination du travail, là, à ce moment-là, c'est un travailleur. Parfait. J'ai un établissement de 19 travailleurs ou moins. J'ai un programme de prévention dans cet établissement-là, hein, comme Benjamin l'a dit tout à l'heure. Le programme de prévention il est obligatoire dans le secteur municipal depuis 79. Donc, il y a des gens qui avaient déjà, en fait, heureusement, des programmes de prévention. Donc, si maintenant j'ai un établissement de 19 travailleurs ou moins, est-ce que je garde mon programme de prévention ou je dois aussi avoir un plan d'action où je fais le transfert du programme vers le plan d'action? Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? En fait, comme vous le mentionnez un petit peu plus tôt, on vous encourage à maintenir votre plan de prévention en place parce qu'il est plus complet, il va couvrir tous les aspects. Normalement, votre plan de prévention, là, en vous assurant, dans le fond, des éléments obligatoires, du contenu obligatoire, devrait normalement déjà répondre à vos obligations, dans le fond, du plan d'action. Donc, il fait juste couvrir un petit peu plus, mais ça serait de s'en assurer. On ne vous encourage pas à enlever des éléments de votre plan de prévention qui sont déjà présents et qui sont toujours bien. Donc, le maintien de votre plan de prévention, ce serait la meilleure recommandation présentement là, pour la continuité, dans le fond, pour les prochaines étapes. Parfait. Deux dernières questions. Il y en a une que je pose à toi, Audrey-Anne, partie question de risques psychosociaux du travail, donc de RPS. De quelle façon on intègre en fait nos risques psychosociaux dans le programme de prévention? En fait, je souris parce qu'on a beaucoup de questions sur les risques psychosociaux. Puis c'est comme si on avait des nouvelles obligations en lien avec l'identification des risques psychosociaux, parce que maintenant, c'est nommé expressément dans la loi, mais ces obligations-là existaient avant. En fait, il y a différentes manières d'identifier les risques psychosociaux du travail. Je vous dirais que souvent, les gens ne savent pas nécessairement par où commencer. Je vous rappelle qu'il y a 3 RPS, risques psychosociaux du travail, qui sont priorisés par la CNSST, c'est-à-dire violence en milieu de travail, exposition à un événement potentiellement traumatique et harcèlement au travail. Ce sont 3 risques qu'on retrouve d'emblée dans pas mal de nos organisations municipales. Fait que sans passer par une grande identification, on le sait qu'ils peuvent être présents, donc devraient se retrouver au programme de prévention. Après, comment on identifie les risques psychosociaux du travail? Il y a différentes manières de le faire. Comme toute chose, on va se doter de priorités. Ça peut être fait de manière plus informelle. Souvent aussi, avec les commentaires des travailleurs, on est capable de savoir ce qui peut se passer. Ça peut être fait de manière plus formelle avec des entrevues, des sondages. Mais je vous dirais que d'emblée, là, vous pourriez déjà réfléchir à identifier et surtout corriger et contrôler là, les 3 risques priorisés par la commission dont j'ai nommé. Parfait. Dernière question concernant toujours le programme de prévention. En fait, vous avez mentionné que le programme de prévention doit tenir compte notamment des programmes de santé. Est-ce que ça veut dire que le programme de santé fait partie du programme de prévention? En fait, l'objectif des programmes de santé qui ont été développés, c'est de pouvoir s'en inspirer parce qu'ils vont justement aborder de la même structure on a mentionné dans le fond dans les 3 premiers éléments obligatoires au programme de prévention, que sont l'idée d'identifier, contrôler ou éliminer les risques, justement. Donc, c'est vraiment une source d'inspiration pour les milieux de travail lorsque vos travailleurs sont exposés à ce type de risque-là. Évidemment, présentement, ça ne concerne pas tous les sujets, mais l'objectif, c'est de bonifier la bibliothèque de programmes de santé au niveau du site de la CNSST. Puis nous, on y participe aussi, là, différents partenaires là, dans le développement de ces différents sujets-là. Donc, on vous invite à aller regarder dans la bibliothèque actuelle quels sont les types de plans de santé qui sont existants pour pouvoir vous en inspirer en fonction des risques auxquels réellement vos travailleurs sont exposés dans l'établissement qui est ciblé par le plan de prévention. Voilà. Parfait. Effectivement, ils peuvent donner des orientations là, par rapport aux fameux identifier, Tout corriger, à fait. contrôler là, qu'on a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Et il y a certains programmes de santé là, où il y a des sections qui abordent les premiers secours et les premiers soins là, de façon plus spécifique à certains risques. Là. Donc, effectivement, c'est des programmes à considérer lors de l'élaboration du programme de prévention.
Donc, on a dépassé de 9 minutes. Donc, Guylaine, je vais te passer la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup de votre très grande participation. Là, c'est très apprécié. Oui, merci. Cela marque la fin de notre présentation. Nous espérons qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a permis de mieux comprendre les exigences du régime permanent afin d'en faciliter l'application dans vos milieux. Si des questions plus précises demeurent, on peut penser que oui, puisque vous avez été nombreux à poser des questions ce matin, ou si vous souhaitez être accompagné dans vos démarches, nous vous invitons à contacter la conseillère ou le conseiller en prévention attitré à votre région, dont les coordonnées se trouvent à la page L'équipe de notre site Web. J'en profite également pour vous informer que l'APSAM tiendra cette année ses rencontres régionales. Ces événements gratuits visent à rassembler les travailleuses et les travailleurs et les employeurs municipaux afin d'échanger sur les différents sujets en santé et sécurité du travail. Le thème abordé cette année est celui des conditions gagnantes pour une prise en charge efficace de la SSD. Les inscriptions pour les rencontres régionales du printemps sont déjà ouvertes dans la section événements de notre site Web. Les autres régions seront visitées à l'automne. Avant de nous quitter, nous aimerions connaître votre appréciation du webinaire. En scannant le code QR affiché à l'écran, vous aurez accès à un court sondage. Nous vous remercions de prendre 1 ou 2 minutes pour le remplir et nous faire part de vos commentaires. Vos retours sont grandement appréciés. Sur ce, au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée.